genre impressionniste, avec cette petite touche juxtaposée en épaisseur, en matière. Et quand à côté, vous avez par exemple le portrait de Madame Cézanne, que malheureusement nous n'avons pas, parce que là aussi le musée Granet prête beaucoup de ces Cézannes, c'est bien normal parce que nous avons en retour aussi des prêts importants, et bien Madame Cézanne est partie pour Renan. Elle est partie pour Renan dans l'exposition Cézanne et le portrait, qui s'est tenue au musée d'Orsay, qui va se tenir à la National Gallery à Londres, avant d'aller à la National Gallery de Washington. Donc, je dirais que c'est pour la bonne cause. Je regrette que ce tableau majeur de nos collections ne soit pas présent, mais nous l'avons mis avec un genre de fantôme qui montre quand même ce tableau important, et surtout que nous avons là une évolution très notable de son travail, qui est de cette façon d'alléger la peinture, de la rendre plus transparente, de ne plus toucher dans la matière, de ne plus affirmer le geste pictural dans l'épaisseur de la matière, mais au contraire dans une forme de légèreté de la couleur, de fluidité de la couleur, qui rend encore plus évidente par le paradoxe la solidité de la composition cézannienne, la force de la construction de Cézanne. Et je suis assez persuadé, de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, que le modèle de Granet, de cette façon qu'a eu Granet d'alléger à certains moments sa peinture, de la rendre presque transparente, sa peinture à l'huile, a été effectivement une notation importante pour Cézanne. Autre référence à Granet, vous connaissez tous, qui venaient souvent au musée, le portrait de vieillard méditant sur une tête de mort, qui est une œuvre du jeune Granet, que le jeune Granet peint en 1802 lorsqu'il arrive à Rome. Et j'ai toujours pensé, et j'en suis là encore intimement convaincu, que ce tableau a été vu par Cézanne, et pour une simple raison, c'est que parmi les dizaines, les centaines d'œuvres que Granet a léguées à sa mort en 1849 au musée de sa ville natale, il y avait beaucoup de peintures à l'huile, beaucoup d'aquarelles, beaucoup de la vie, beaucoup de dessins, mais ce tableau du vieillard méditant sur une tête de mort était dans le bureau du directeur. Et donc Cézanne a forcément vu ce tableau parmi beaucoup d'autres, mais au moins celui-là, et peut-être même de manière particulière. Et c'est un jeune Granet, hein, en 1802, il est né en 1775, donc c'est encore un jeune Granet, qui peint ce vieillard méditant sur la mort. Et à l'inverse, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que le Cézanne, déjà âgé, en 1894-96, va peindre un jeune homme méditant sur la mort, qui est finalement l'inversion quasi totale de l'œuvre de Granet. On a les mêmes éléments, le crâne, les livres, le tapis, et cette position d'homme accoudé que l'on retrouve évidemment chez l'un et chez l'autre. Le néoclassicisme, j'en parlais, notamment pour les 4 saisons. Là, vous avez notamment au milieu le printemps, qui est une des figures sans doute les plus réussies de ces 4 saisons, peintes sur les murs du Jas de Bouffan. Et j'ai imaginé, et je crois que ça peut se comprendre, que Cézanne ait bien regardé les œuvres néoclassiques du musée. Alors il a regardé le Jupiter et Thétis, on va le voir dans la diapositive suivante, mais il a regardé aussi Paulin du Queslard. Alors Paulin du Queslard, c'est un artiste, je dirais, assez médiocre de ce néoclassicisme, mais il a l'avantage d'être un provençal, il est né à Digne, il s'est installé à Aix-en-Provence, et surtout il a passé la plus grande partie de sa vie dans la propriété de Valmousse, à quelques kilomètres à peine du château de la Barbin, qui était la propriété des Forbin. Les Forbin, Auguste Forbin, grand ami aussi de Granet. Donc on voit là aussi que et du Queslard, et Granet, et Forbin, et Ingres ont été dans l'atelier de David, se sont formés dans l'atelier de David à l'époque, au moment de l'époque révolutionnaire, de la période révolutionnaire, et que donc, effectivement, quand Granet va insister lourdement dans les années 1830 pour que les œuvres de Paulin du Queslard rentrent au musée, c'est au nom aussi de cette amitié. Et le jeune Cézanne va donc peindre ces 4 saisons, et dont une d'ailleurs qu'il va signer Ingres, alors on imagine évidemment par dérision, et qu'il va dater de 1811. Et 1811, c'est la date du Jupiter et Thétis. Mais si vous regardez bien la posture, l'attitude, le côté très dessiné de ce printemps que donc Cézanne peint au Jas de Bouffan, eh bien il y a des liens très évidents avec cette forme de divinité que Paulin du Queslard avait peint en 1800 pour son tableau Ossian chantant l'hymne funèbre d'une jeune fille. Le Jupiter et Thétis, le voilà, et une caricature presque, dirait-on, en tout cas un geste qui est modifié par Cézanne. Vous voyez que
le bras qui tient le sceptre n'est plus le même, et que surtout celui qui tenait le sceptre enlace de manière plus amoureuse et plus sensible le corps de Thétis et rend plus évident l'attention de Jupiter pour cette conquête, une de ses nombreuses conquêtes, mais qui a tout de même été la mère d'Achille, ce qui est absolument important. Le romantisme chez Cézanne est quelque chose d'important et qui se lie aussi d'une certaine façon à cette dimension baroque que j'évoquais tout à l'heure, méditerranéenne. C'est un mélange justement de cette formation qui a été la sienne intellectuellement, encore dans les années 1850, quand il est au Collège Bourbon notamment, avec cette formation d'esprit romantique. L'époque romantique est un peu achevée déjà dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, mais elle est encore là, présente dans la littérature. Et ce que lisent Zola et Cézanne, on le sait par leur correspondance, c'est Victor Hugo, c'est Alfred de Musset, etc. Donc il y a là une dimension romantique qui va façonner leur caractère, leur intelligence même, pourrait-on dire. Et le jeune Cézanne va s'intéresser à des thèmes romantiques, comme ici par exemple d'un peintre totalement oublié aujourd'hui, hein, Louis-Édouard Dubuff. Qui se souvient de Louis-Édouard Dubuff? C'est un tableau qui est présenté dans nos collections permanentes, au premier étage, dans les collections 19e, et le jeune Cézanne en fera une copie. Et cette copie, elle est en mauvaise reproduction ici à côté, parce que c'est une œuvre qui n'est plus localisée aujourd'hui et depuis de très nombreuses années, de très longues années. Même les grands spécialistes de Cézanne qui réalisent le catalogue raisonné, qui surtout actualisent et enrichissent le catalogue raisonné de Cézanne, ne savent pas où se trouve donc cette version de Cézanne d'après ce tableau du musée. Mais voilà, par exemple, le type de tableau, œuvre de jeunesse, qui pourrait à la limite être acquise pour former justement ce corpus autour de l'œuvre cézannienne, parce que là, effectivement, nous ne sommes pas dans les mêmes prix. Alors, pour celles et ceux qui ont vu l'exposition, vous avez vu aussi que nous avions une belle nature morte, que l'on situe vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, une nature morte donc aux pêches, et que Cézanne donc a copié. Et c'est ici ce que vous avez sur l'écran, la copie par le jeune Cézanne de ce tableau. Alors c'est très amusant parce qu'on sait qu'à la fin de sa vie, et des témoins nous l'ont rapporté, Émile Bernard notamment, Gasquet aussi, Cézanne utilisait des petites pièces de monnaie pour incliner ses assiettes, pour donner une orientation aux objets qu'il présentait dans ses natures mortes. Et cette attention très particulière à la dynamique, à la composition justement de ces objets, renvoie d'une certaine façon paradoxale et à l'opposé à cette façon très horizontale d'avoir ramené cette assiette originale qui est inclinée dans le tableau original, à cette forme d'horizontalité et à ce recadrage qui resserre ainsi la composition. Alors n'oublions pas que si le musée Granet, en tout cas le musée d'Aix, qui ne s'appelait pas encore Granet, a été créé, c'est sans doute d'abord pour servir de modèle à l'école de dessin. L'école de dessin a été créée en 1828, elle a été installée dans l'ancien prieuré des Chevaliers de Malte, qui avait été vendu comme les biens nationaux à l'époque de la Révolution, qui appartenait au clergé et donc vendu comme bien national. Et donc la ville d'Aix devient propriétaire, et en 1828, elle ne va pas créer le musée, elle va créer l'école de dessin. Et l'école de dessin se situe au rez-de-chaussée. Et ici, vous avez le plan de cette école de dessin. Alors c'est assez émouvant parce que vous avez une salle qui s'appelle la salle des commençants, c'est-à-dire évidemment ceux qui débutaient, ceux qui commençaient à apprendre à dessiner avant même de commencer à peindre. Et c'est dans cette école de dessin que Cézanne est venu se former de 1857 à 1862, avec parfois des périodes où il va aller à Paris. 1861, il va à Paris. 1862, il retournera à Paris. Mais entre-temps, quand il revient à Aix, souvent déçu de son expérience parisienne, il va de nouveau fréquenter cette école. Donc rien d'étonnant à ce qu'il ait copié des œuvres du musée, puisqu'effectivement, un des enseignements majeurs pour apprendre à peindre et à dessiner, c'était de savoir copier. C'était dans l'enseignement néoclassique, académique, une des manières, il y en avait d'autres, mais la copie était quelque chose d'absolument incontournable. Donc Cézanne s'est plié aussi, comme ses collègues étudiants de l'école, à cette discipline. Là, vous avez un document qui a été conservé presque par hasard, on va dire, dans les archives du musée. C'est le seul prix qu'a remporté Cézanne. C'est un deuxième prix en peinture.
un deuxième prix de peinture et pour lequel il a obtenu un album en veau.